Après avoir présenté l'intrigue principale et les personnages principaux, Pluribus fait progresser l'histoire de Carole en montrant comment elle commence lentement à comprendre la conscience collective des Unis. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'épisode commence il y a environ 7 ans. Carole et Hélène passent des vacances dans un hôtel de glace norvégien. L'endroit est incroyable, mais comme on le sait déjà, Carole a du mal à profiter du moment présent. Alors que Hélène se prélasse dans le froid glacial et l'étrangeté fascinante de la suite Karpkøy, Carole est loin d'être à son aise. Comme le lui dit Hélène, elle adore s'apitoyer sur son sort. C'est dur d'être ainsi, mais il faut bien que quelqu'un s'en charge. De retour au présent, où Carole ne se sent vraiment pas bien, on retrouve Zosia qui l'accompagne pour le voyage de retour d'Espagne, après avoir échappé de justesse à une escapade à Las Vegas. Par ailleurs, les membres de la communauté commencent à comprendre comment se comporter avec Carole, notamment en confiant son avion à de vrais pilotes plutôt qu'avec la serveuse. Et pourtant, tout cela reste bien trop étrange pour Carole qui, comme le rappelle le flashback du début, n'a jamais été vraiment à l'aise dans sa peau, même avant que le monde ne soit envahi par une conscience collective toujours joyeuse, liée par une colle psychique. J'étais surpris de constater que dès l'épisode 2, on avait déjà fait la connaissance de près de la moitié des autres non infectés, pensant que la série allait étirer ce sujet sur plusieurs saisons. Et maintenant, dans cet épisode, on découvre le reste du groupe. Et quel groupe? Un vendeur de bonbons, passionné de chats, une contorsionniste et danseuse, un pêcheur à la retraite, un enfant de 8 ans qui n'a pas encore choisi de métier, un autre, lui aussi, amoureux des chats, un fabricant de nouilles Udon et un Paraguayen gérant d'un entrepôt de stockage, avec qui Carole finit par avoir une altercation téléphonique houleuse qui dégénère en cri en espagnol avant que Carole ne raccroche, hilarant. Bien sûr, on peut être sûr que le Paraguayen deviendra un allié de Carole par la suite, car il est manifestement l'un des rares autres, comme elle, à rester insensible au charme des Unis. Il semble ne vouloir rien avoir à faire avec eux, et franchement, peut-on vraiment lui en vouloir? Mais finalement, que manigancent vraiment les Unis? Ils n'ont jamais caché qu'ils cherchaient un moyen d'intégrer Carole et les autres non infectés à leur communauté. Certes, ils sont prêts à tout donner aux autres, mais est-ce vraiment un simple baume? Un engourdissement pour faire patienter les autres jusqu'à ce qu'ils puissent les coller psychiquement en enfer? De nombreuses théories circulent déjà sur la véritable nature de Pluribus. Les Unis représentent-ils la menace imminente de l'IA? Le virus de la série est-il une analogie avec le Covid? Ou bien cette conscience collective est-elle une critique de la politique en 2025? Où les camps politiques sont incapables de comprendre comment l'autre camp peut penser la même chose sans voir à quel point il se trompe? Eh bien, je ne sais pas vraiment de quoi parle la série. Pas encore en tout cas. Probablement de tout ce qui précède, et plus encore, même si son créateur, Vince Gilligan, ne l'avait pas prévu. C'est comme ça que ça marche parfois, mais quelle que soit l'interprétation qu'on donne au thème de Pluribus, c'est une série captivante et fascinante. Je suis très intéressé par les petits détails qui étoffent l'univers au fil des épisodes, comme la séquence où l'on apprend que le supermarché préféré de Carole n'est plus que l'ombre de lui-même, car les Unis, je cite, ont concentré les ressources pour centraliser les produits essentiels en vue de leur distribution. Et au passage, cela inclut des aliments provenant de ce qui était autrefois des maisons privées. Puisque la vie privée n'existe plus, à quoi bon avoir des maisons privées? Il y a aussi le fait que l'électricité est désormais coupée la nuit pour des raisons d'économie d'énergie, ce qui, franchement, est plutôt une bonne chose pour la planète. Et pourquoi pas, puisqu'il n'y a plus de criminalité à prévenir, comme le souligne Zosia, et que la plupart des gens ne travaillent pas la nuit. J'imagine qu'ils ne regardent plus la télé, ne vont plus sur Internet, ne consultent plus Instagram, ni ne lisent. Finalement, ce n'est peut-être pas si génial. On en revient finalement au sujet de l'hôtel de glace après que Carole, de plus en plus isolée, invite Zosia à prendre un verre. Leur conversation est un peu étrange, mais parfois c'est mieux que rien quand on est seul. Le problème, c'est que les membres des Unis ne peuvent s'empêcher de lui balancer tout ce qu'ils savent sur la relation entre Carole et Hélène. Et quand Zosia évoque le fait d'avoir dormi sous les fourrures de l'hôtel de glace il y a 7 ans, Carole craque. Elle dégoupille alors une grenade qu'elle croyait factice et Zosia manque d'y laisser sa vie. Carole avait demandé une grenade sur un ton sarcastique et Zosia lui en a donné une. Une vraie grenade. S'ensuit une conversation à la fois drôle et inquiétante avec un type en uniforme DHL, où il lui explique que si elle en veut vraiment une, les Unis lui donneront aussi la fameuse bombe atomique. Alors, qui a vraiment le dessus? Pendant ce temps, le fait que Zosia sourit encore, allongée par terre et ensanglantée, est vraiment flippant. On sait bien que les Unis ne sont pas dignes de confiance à long terme. Ils ne laisseront pas Carole tranquille une fois qu'ils auront trouvé le moyen de l'infecter. Mais il est indéniable que Zosia a sauvé la vie de Carole. Alors, dans l'esprit de cet épisode, avec la série auquel Carole s'adonne ces derniers temps, elle se doit de remercier Zosia d'être une amie.
En sauvant Carol, Zoshia est grièvement blessée, ce qui souligne une fois de plus l'altruisme des humains infectés. Toutefois, dans une certaine mesure, les actions de Zoshia peuvent aussi être perçues comme une tentative d'autoprotection. Puisque tous les humains se considèrent comme un seul être après l'apocalypse du bonheur, la mort inutile d'un seul individu nuirait à tous. Comprenant que la grenade pourrait les blesser toutes les deux et même nuire à l'ensemble de la conscience collective, elle la jette loin d'elle et de Carol. Le sacrifice de Zoshia amène d'abord Carol à se demander si elle a raison. Toutefois, sa conversation finale avec un autre infecté lui fait comprendre que le fait que les infectés soient plus altruistes ne signifie pas qu'ils soient plus humains qu'elle. Pour tester les limites de leur programmation, Carol leur demande s'ils seraient prêts à lui fournir une bombe atomique. D'abord hésitant, il tente de lui faire comprendre qu'il l'aiderait à peser le pour et le contre de l'utilisation d'armes nucléaires. Toutefois, lorsque Carol les incite à répondre par oui ou non, leur programmation les force à dire oui. Ce moment pourrait être un tournant dans l'histoire de Carol, car il lui fait prendre conscience de l'immense serviabilité de l'esprit collectif. Si elle agit avec prudence, elle peut s'en servir pour amener les infectés à travailler pour elle et l'aider à trouver un remède à l'infection du bonheur. Avant qu'ils ne trouvent un moyen de l'infecter, elle pourrait trouver un moyen de guérir le monde. De ce fait, Carol devient extrêmement dangereuse pour les infectés, ce qui constitue un autre atout pour les menacer et les contraindre à l'aider. Carol est toujours inconsolable depuis la mort de Hélène. Si Hélène était encore en vie et faisait partie des Unis, Carol aurait sans doute mieux accepté la nouvelle normalité. Mais comme Hélène n'a pas survécu, Carol déteste que l'esprit collectif s'obstine à la maintenir en vie grâce à ce qu'ils ont appris d'elle à travers ses souvenirs. À bien des égards, le sentiment d'individualité de Carol reste profondément lié à sa relation avec Hélène. Comme le suggère le flashback d'ouverture de l'épisode, Carol se sentait pleinement humaine et vulnérable en présence de Hélène. Puisque, aux yeux de Carol, les personnes infectées ne sont pas humaines, elle souhaite qu'elles se dissocient de tout ce qu'elles savent de sa relation avec sa défunte compagne. Elle ne veut pas qu'elle comble le vide laissé par la mort de Hélène et souhaite préserver ce qui rendait leur relation si spéciale en faisant son deuil individuellement. Il sera intéressant de voir si Carol finira par baisser sa garde et accepter ce que les Unis font pour perpétuer le souvenir de Hélène, ou si elle s'obstinera à résister à leur tentative d'acceptation. Si elle choisit la première option, elle risque de s'isoler davantage, ce qui la rendra encore plus malheureuse. La seconde, en revanche, signifierait perdre ce qui, selon elle, la définit en tant qu'humaine, ce qui lui apporterait la paix, mais à un prix terrible. De nombreux spectateurs ont émis l'hypothèse que les Unis pourraient en réalité comploter contre Carol et tenteraient secrètement de la manipuler et ourdiraient un plan machiavélique. Cependant, s'ils étaient réellement capables de commettre un acte maléfique simplement parce qu'elle le résiste, ils l'auraient déjà blessé ou tué. Ceux qui sont liés à la ruche semblent aussi moralement irréprochables qu'ils le prétendent. De ce fait, même si Carol n'est pas infectée, ils se soucient sincèrement d'elle. Puisque l'esprit collectif partage les souvenirs de tous les humains, ils acceptent également l'affection d'Hélène pour Carol. Cela pourrait expliquer pourquoi les Unis veillent sur elle. En résumé, tous les infectés sont programmés pour éprouver un sentiment d'appartenance, ce qui les empêche de respecter les limites que Hélène se fixe en tant qu'individu. Plus la série avance, bon il n'y a que 3 épisodes, et plus je me pose énormément de questions sur la suite. Toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de tes théories dans la zone commentaire. Sinon comme d'habitude, bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.